Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois dans ce nouvel épisode le coach et photographe Régis Moscardini pour parler avec lui des différentes possibilités de reconversion dans la photographie. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Régis. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours de reconversion à toi, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Alors, moi, je suis Régis Moscardini, j'ai 44 ans et j'habite en Auvergne, dans le sud de l'Auvergne, donc au Puy-en-Velay. Et je suis marié et j'ai deux filles de 8 et 11 ans. Et voilà, donc pour le côté famille. Voilà, donc moi, j'étais instit pendant 9 ans, de 2004 à 2013. Et puis voilà, donc en 2013, je me suis mis en disponibilité et j'ai démissionné en 2016. Voilà, donc depuis 2013, mon activité principale est un travail autour de la photographie. Je pense qu'on va en parler effectivement. Voilà, donc deux gros métiers, si tu veux, dans mon parcours professionnel. D'abord instit, et puis depuis maintenant, donc 2013, ça fait 9 ans. Voilà, je vis à 100% on va dire, de mes compétences photo, parce qu'il y a plein de choses à faire dans la photographie. On va y venir effectivement. Qu'est-ce qui t'a amené vers la photographie? Il y a deux choses. La première, c'est vraiment un côté geek. Alors peut-être que maintenant, c'est un peu moins chouette de dire geek parce qu'il y a tout le côté matériel, peut-être pollution aussi, produits fabriqués à l'autre bout du monde. Mais vraiment, il y a un aspect comme ça qui m'a vraiment que j'ai beaucoup aimé dans la photographie, savoir avoir le dernier appareil. Alors moi maintenant, mais à une époque, c'était vraiment ça. Voilà, les aspects gadgets aussi, j'aime bien. Donc vraiment, avoir un appareil techno, ça m'a beaucoup plu toujours. Et donc, c'était un moyen pour moi d'assouvir un peu cette passion d'appareils techno. La photographie était vraiment top pour ça. Et puis, et l'aspect nature. En fait, moi, je suis d'abord photographe animalier et de nature. Animaux sauvages, hein, pas animaux domestiques. C'est pas que je les aime pas, j'en ai aussi par ailleurs, mais vraiment la quête de l'animal sauvage pour moi est quelque chose de très très puissant, très très fort. Et donc voilà, donc c'est une belle fusion entre une passion pour l'aspect, tu vois, les choses très très techno, et puis aussi voilà, parcourir un peu la campagne de chez moi pour photographier les animaux sauvages. Voilà, donc c'est la belle réunification de ces deux choses-là. Donc aujourd'hui, tu disais que tu vis à 100% de tes compétences dans la photo. Quelle est ton activité exactement? Alors moi, je suis coach pour ma photographes qui veulent justement créer et développer leur business photo. Ça fait 2 ans que je fais ça maintenant, mais donc de 2013 à 2020, j'ai été formateur, enfin je le suis toujours plus ou moins, mais j'étais principalement formateur en photographie. C'est-à-dire que je crée des formations principalement en vidéo pour apprendre aux gens à faire des belles photos. Donc je me filmais moi en train de montrer comment on fait des photographies et puis après je vendais ces formations-là, ces vidéos-là. J'ai fait aussi évidemment des stages photos sur le terrain parce que c'est important de se confronter également à son public et puis à ses élèves et ses clients. Voilà, donc moi, mon activité principale, mon business model, on va dire, en tant que photographe, ça n'a pas été ni de vendre des tirages, j'en ai vendu, on peut en parler également dans les différents types de business model, ni de faire des prestations de shooting photo. Ça a été de faire de la formation. On appelle ça aussi des workshops dans le milieu de la photographie. Parce que, alors pour plein de raisons, mais certainement mon passé d'instit aussi, tu vois, une espèce d'envie de partager mes connaissances, mon savoir, parce que c'est quelque chose qui m'est naturel. J'aime bien expliquer comment je fais les choses et pas le garder que pour moi. Donc, ça a été assez naturellement qu'est venue l'envie de partager mon savoir photo. Donc, finalement, voilà, faire des formations pour que les gens puissent apprendre à leur tour la photographie et vendre ça. Alors justement, quand on est passionné par la photographie, moi je peux avoir des clients qui adorent ça et qui envisagent à un moment donné de se reconvertir dans ce domaine. Quelles sont les différentes reconversions possibles Mm. dans ce métier-là?
C'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent. La photographie est très populaire. Juste une toute petite parenthèse par rapport à ça. Il suffit de voir, tu sais, les fameuses keynotes d'Apple ou même des Samsung, par exemple. Je reviens sur l'aspect geek de la chose, mais quand on voit leur présentation des nouveaux appareils, des nouveaux smartphones, il y a un très gros accent qui est mis sur la photographie, sur les capacités vidéo et photo des appareils. Et c'est pas par hasard. C'est-à-dire que ces grosses marques-là, si elles investissent probablement des milliards d'euros dans la recherche là-dedans et dans la développement des caractéristiques de leur appareil, c'est parce que elles savent que la photographie, donc le visuel, la vidéo aussi, ça fait partie vraiment de la vie des gens. Donc, ça ne m'étonne pas que tu aies aussi beaucoup de clients qui cherchent à développer ça. Pour répondre à ta question, pour moi, il y a trois grands domaines en fait de reconversion, trois grands modèles d'entreprise photo avec lesquels on peut gagner de l'argent. Le premier, c'est ce qui vient un peu naturellement chez les gens. Quand on fait de la photographie, quand on a envie d'aller gagner ses premiers euros, on va dire, bah, je vais vendre mes photographies. Donc ça, c'est le premier truc. C'est vendre ses photos. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai aussi pensé moi faire en 2011 à peu près, quand j'ai commencé à vouloir faire vivre de la photographie. Je me suis dit, je vais vendre mes photos. Je fais des belles photos, je les mets en ligne, les gens les verront, ils les trouveront belles, ils les achèteront et c'est parfait, quoi. Bon, c'est pas aussi simple que ça, évidemment. Ces photographies, on peut les vendre de deux façons. C'est soit on vend ces tirages, c'est-à-dire que c'est pour décorer les murs, tout simplement, des murs de particuliers, d'entreprises, je sais pas, de salons, de salles d'attente, des choses comme ça, peu importe. Donc, on vend des tirages. Et l'autre façon, et ça peut être aussi en même temps, c'est pas du tout incompatible, c'est de vendre l'usage de la photographie. Par exemple, pour des magazines, pour des pubs, pourquoi pas. Si toi, tu veux faire je sais pas, de la pub pour tes prestations, par exemple, eh bien, tu peux très bien demander à un photographe de te vendre, je sais pas, une image qui va illustrer ce que tu fais. Voilà. Donc, tu vends l'usage de la photographie et ça a un coût, évidemment, pendant un certain temps, sur différents supports, différentes, je sais pas moi, diffusions, eh bien, tu vas vendre ça. Donc, ça, c'est le côté vraiment, je vends ma photo, enfin, en tout cas, mes photos. L'autre chose qui est un peu moins connue peut-être, c'est ce que moi j'ai fait, c'est de vendre on va dire tes compétences, de monétiser tes compétences pédagogiques. C'est-à-dire que tu vas aider les autres à améliorer leur photographie, mais c'est très large également, hein. Tu peux aussi les aider à améliorer leur post-traitement photo, leur développement photo sur Lightroom, par exemple, les aider à améliorer leur tirage justement sur leurs imprimantes particulières. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Et puis, ce qui se fait beaucoup dans la photographie, c'est des stages photo. Voilà, donc tu accueilles des gens ou chez toi ou sur des terrains particuliers et tu leur apprends à faire ce que tu sais faire, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon, c'est ce qu'on appelle les prestations de shooting. Alors, c'est ce qui est vraiment le plus connu et le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle la photographie sociale. C'est très large, hein. Le mariage, par exemple, ça fait partie de ça. Donc, photographe de mariage, en gros, tu fais la place d'eux. C'est-à-dire que les gens ne sont pas capables, parce qu'ils n'ont pas envie, pas le temps, pas les compétences, ils ne sont pas capables de faire des photos pour eux, des belles photos. Donc, toi, tu vas les faire pour eux. Donc voilà, photographie de mariage, mais aussi du portrait, pourquoi pas, des reportages photos, d'anniversaire, de corporate aussi, hein, pour les entreprises qui veulent montrer, je sais pas, l'envers du décor de leur machine, pourquoi pas, ça peut être aussi intéressant. Donc tu fais la place de. Donc ça, c'est les trois grands domaines de business model. Et puis évidemment, tu vois, dans chacun de ces trois domaines-là, tu as des sous-domaines où tu peux te spécialiser. Tu parlais de ces trois domaines et notamment, j'ai envie de revenir un petit peu sur le premier. C'est aujourd'hui, il y a pléthore de sites où les gens partagent leurs photos, Instagram et tout ça. Est-ce que ça peut être ça une activité qui devient rentable à un moment donné ou c'est juste pour le plaisir? Alors, juste partager ces photographies sur des sites en espérant que les gens puissent les voir et les acheter, clairement, c'est pas comme ça que ça peut se passer. C'est plus comme ça que ça peut se passer parce qu'il y a tellement, tellement, tellement déjà de photographes et en plus tellement, tellement de belles photos. C'est assez incroyable en fait. Il suffit de fouiller un peu pour voir à quel point la qualité et la quantité des belles photos est juste phénoménale. Alors, je couvre évidemment pas tous les domaines photographiques, même si je suis très curieux de la photographie en général. Ce que je connais le mieux, c'est la photographie nature animalière. Même moi, quand j'ai commencé, on va dire en 2007-2010 à faire la photographie, j'ai vraiment vu une évolution. C'est-à-dire que des photographies qui étaient considérées comme vraiment très très bien à l'époque, maintenant ce sont des choses très banales et vues et revues et revues. Donc c'est très difficile de compter uniquement sur je fais des belles photos, je les poste et puis je vais me faire connaître comme ça. Ça marche plus comme ça. Ça a été vrai à une époque, mais plus maintenant parce que il y a une telle quantité de belles photos, donc c'est plus possible. Donc, ça veut dire qu'il faut être proactif en fait. Et si on veut espérer faire des ventes dans la photographie, se faire connaître en tant que photographe et donc vendre ses photographies, il faut avoir
un aspect proactif et surtout entrepreneurial. Il faut considérer ça comme une entreprise et acquérir des compétences de vente, commerciale, entrepreneuriale, pour ne pas être juste celui qui est artiste et qui espère qu'il y a une bonne étoile qui le suit et qui va le faire connaître. Croire qu'un jour on va émerger de nulle part, c'est prendre un risque de jamais y arriver, quoi. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un aspect. J'aime bien dire, il faut aller au charbon, il faut provoquer. Alors, pour le coup, il y a une expression, enfin, c'est une phrase qui est très connue par les photographes animaliers, qui était dite par Robert Enhardt, qui est un naturaliste suisse du XXe siècle, et qui disait: il faut être patient jusqu'à fatiguer la chance. Et cette phrase qui est, moi, qui m'a beaucoup servi en tant que photographe, évidemment, c'est-à-dire que plus tu attends et plus tu vas limiter le facteur chance dans un affût, par exemple, c'est exactement pareil pour l'entrepreneuriat, mais aussi, évidemment, pour l'artiste photographe. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un facteur chance, c'est évident, mais plus tu vas être actif, plus tu vas, alors sur les réseaux, plus tu vas communiquer, plus tu vas, je sais pas moi, converser avec d'autres photographes, plus tu vas faire des expositions, ça c'est le nerf de la guerre, plus tu vas être présent et donc réseauter et aller au charbon, eh bien plus tu vas limiter le facteur chance, c'est une évidence. Elle est super cette phrase, en plus on peut l'appliquer à partout. À plein de domaines. Ouais. Quelles sont les étapes à suivre, toi qui accompagnes pas mal de jeunes photographes, quelles sont les étapes à suivre pour réussir sa reconversion dans ce domaine? Déjà, il faut être bon dans son domaine photo, c'est une évidence. Alors attention, il ne faut pas tomber dans le piège je le vois très souvent, des gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent, mais je le ferai, enfin, se lancer dans la partie entrepreneuriale et entreprise, hein, je me lancerai quand je serai vraiment bon dans mon domaine, tu vois. J'ai besoin de me former encore, j'ai besoin de suivre des cours, j'ai besoin peut-être de faire un vrai cursus, tu vois, d'avoir sur mon CV le diplôme BTS photo, d'avoir le CAP photo. Donc, alors, il ne faut pas tomber dans ce piège qui serait de reculer, quoi, vraiment, d'attendre ce moment-là, parce que c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on va être meilleur photographe. Et puis, en plus, on a cette chance-là dans la photographie que ce n'est pas un domaine réglementé. Donc, on peut parfaitement se lancer en tant que photographe pro sans avoir aucun diplôme. C'est mon cas à moi. Et c'est le cas de beaucoup de photographes pro, hein, clairement, hein, qui ont 0 diplôme. Mais quand même, première chose, c'est être bon dans son domaine photo. Donc voilà, c'est une espèce de formation continue qu'on se fait. Mais si on est passionné et curieux, de toute façon, c'est quelque chose qui va avec, quoi. Et puis, mais en fait, ça dépend de son domaine photo. Par rapport à ces 3 grands business models que je t'ai décrits tout à l'heure, si je les reprends, tu vois, si on veut vendre ses photographies, ses tirages, c'est vraiment l'aspect artistique ici qui prime. Et là, là, c'est réseauter, encore une fois, parce que c'est quand même toujours le nerf de la guerre, c'est réseauter, c'est se faire une place et se faire connaître. Mais ici, dans ce domaine-là du tirage photo, il y a vraiment le côté être présent physiquement. Et c'est donc faire des expos. Alors, s'il passait du temps, à chaque fois, de toute façon, c'est du sacrifice temps, c'est sûr, hein. Mais s'il passait du temps, c'est des week-ends, très certainement, c'est des soirées aussi, c'est faire des galeries, c'est aller, si on est dans une ville où il y a des galeries, alors il faut se déplacer pour y aller, mais c'est vraiment toquer aux portes des galeristes, parce qu'il n'y a pas de secret pour pouvoir vendre ses photographies, quoi qu'il arrive, il faut se faire connaître. Et pour se faire connaître, c'est pas comme n'importe quel artiste, c'est, je sais pas moi, si tu es sculpteur, si tu es chanteur, si tu es peintre, de toute façon, il faut aller voir d'autres chanteurs, d'autres peintres, d'autres sculpteurs. Et là, c'est exactement pareil pour la photographie. Pour ceux qui veulent vraiment faire de la formation, là, on est vraiment sur l'aspect plus marketing, et c'est ce qui me concerne moi, parce que c'est ce que je fais pendant des années. C'est-à-dire que là, pour le coup, tu vas plus appliquer des stratégies de tunnel de vente, d'acquérir des prospects. Ces prospects-là, tu vas communiquer avec eux, tu vas leur envoyer des emails, par exemple, tu vas leur montrer ce que tu sais faire, tu vas monter ta notoriété, et puis après, tu vas leur vendre tes prestations. Donc là, on est plus sur quelque chose d'assez normé en termes de marketing. Et puis, pour la partie, pour ceux qui veulent vraiment faire la photographie de mariage social, vendre leurs prestations de photographe à ceux qui ne savent pas faire des photographies, là, c'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un aspect artistique, c'est montrer son style photo qui est unique, regardez ce que je sais faire, c'est vu nulle part ailleurs, voilà, c'est ma patte à moi, c'est ma touche à moi. Donc, il y a vraiment le côté artistique où il faut aussi se montrer, il faut faire des expos, il faut créer son réseau. Et puis, une partie quand même marketing, parce qu'on va vendre aussi avec un tunnel de vente, hein, on vend une prestation commerciale, et donc là aussi, il faut développer ses compétences commerciales là-dedans. Ma question suivante, c'est un petit peu ce qu'avait dit Aurélie Roux dans un autre épisode de podcast où elle témoignait de sa reconversion. C'est pas évident de fixer un prix. Ouais. Dans la photographie, d'autant plus que, comme on disait tout à l'heure, il y a plein de gens qui font des photos aujourd'hui gratuites. Oui. Comment on peut valoriser aujourd'hui quelque chose qui est aussi répandu gratuitement ? Ouais, effectivement, c'est un vrai frein, ça, quand quelqu'un veut se lancer.
en fait, il y a Instagram, clairement, c'est vraiment le réseau social des photographes. Et quand tu es dans un domaine photo, intuitivement, instinctivement, tu vas aller voir ce que font les autres, quoi, pour te situer, en fait. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens voient tout ce qui se fait à côté, ils se disent, mais comment je vais faire pour me démarquer? Et en fait, il y en a qui font des belles choses. Et ça peut être hyper frustrant. Puis surtout, vraiment, tu peux avoir une grosse baisse peut-être pas de motivation, mais de confiance dans tes compétences photo. Et ça peut être ça peut avoir un effet dévastateur. La première chose à faire, je pense qu'il faut pas se baser uniquement sur ses compétences photo, parce que justement, si tu te bases que là-dessus, tu prends le risque de vite te comparer aux autres qui montrent aussi leurs compétences photo. Donc l'idée, c'est d'aller piocher dans ce que tu sais faire toi, mais au global. C'est un peu en vogue en ce moment l'aspect holistique, tu vois, du dev perso. C'est-à-dire que, ok, je prends mon exemple perso, par exemple. Voilà, moi, je savais faire des photographies animalières, je sais faire les réglages de base, je sais repérer les animaux sauvages, mais clairement, juste ces compétences photographiques-là pour l'animalier étaient suffisantes pour faire des jolies photos, mais pas suffisantes pour en faire une activité commerciale viable. Donc, à partir de là, je suis venu y greffer d'autres compétences qui sont les miennes, qui sont uniques, des compétences pédagogiques, des compétences d'explication, des compétences peut-être naturalistes. Enfin, tu vois, je suis venu mettre d'autres choses dessus, ce qui fait que je l'appelle le super pouvoir photo. C'est un peu pompeux, mais c'est fait exprès aussi parce qu'il y a cet aspect-là qui, une fois qu'on a vraiment déterminé ça, son super pouvoir photo, mais qui pas que des compétences photo, qui peut être aussi des choses, innées, des choses apprises par ailleurs, et on vient mettre tout ça sur les compétences photo, ça fait une espèce de pack sur lesquels on se sent plus solide, plus puissant. Et du coup, même si on voit que d'autres font des photographies qui sont vraiment très, très bien, nous, on se dit, mais attends, j'ai autre chose à faire valoir, quoi. J'ai pas que le fait que je sais faire des photographies, je sais aussi faire autre chose. Un autre exemple en 30 secondes, pour la photographie un peu plus sociale. Voilà, si vous êtes bon dans le portrait, par exemple, techniquement, vous savez faire, les flous d'arrière-plan, c'est OK, la lumière, vous savez la gérer, vous avez le bon matériel, là-dessus, c'est clair. Mais d'autres savent faire ça aussi, bien sûr. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher d'autres choses en vous qui vont vous démarquer. Et pas de la photographie, d'autres choses vraiment plus perso et plus uniques. Si vous êtes quelqu'un je sais pas, qui aimait foncièrement les gens, qui aimait aussi faire rire les gens, enfin, qui aime donner une belle ambiance. Si vous êtes celui qui va faire rire les gens dans une soirée, il faut mettre ça en valeur, en fait. Ça va être un vrai atout qui va faire de vous le photographe rigolo, quoi, tu vois, qui fait qu'on passe une bonne expérience. Mais à l'inverse, si vous êtes quelqu'un d'assez taiseux, c'est pas drôle, mais je veux dire de sérieux, de rigoureux, et c'est comme ça dans la vie, et c'est parfait, eh bien, vous allez devenir le photographe de portrait, eh bien, justement, qui met ça en avant, qui met la rigueur, qui met un peu d'honneur à faire que les gens passent aussi une bonne expérience, mais complètement différente de l'autre. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, en faisant ça, en fait, on prend conscience de sa vraie compétence globale, et ça aide à accepter de monter ses prix, parce que de toute façon, c'est la clé. Quand on est tout seul, on est artisan, quoi qu'il arrive, on est artisan, et on ne peut pas se permettre d'avoir des prix bas. C'est physiquement pas possible, énergétiquement pas possible, parce qu'en fait, dans la plupart des cas, en tant que photographe, on vend son temps contre de l'argent, et moins on est cher, plus il va falloir augmenter le volume de vente. Et souvent, quand on se lance dans la photographie, c'est pas notre métier principal, on a d'autres choses à côté, ce qui fait que on va être limité par cette matière première temps. Donc, on ne pourra pas développer le chiffre d'affaires, c'est pas possible. Donc, l'autre moyen, c'est d'augmenter ses prix, tout simplement, quoi. Quelles sont les principales difficultés dans ce métier-là? Je pense que ça peut être le manque de résultats au tout début. Et puis, comme dans toute entreprise, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est le fait qu'on a beaucoup d'objectifs, on a beaucoup d'attentes dans ça, attentes effectivement de chiffre d'affaires, de vente, attente d'atteindre sa nouvelle vie finalement, tu vois, son nouveau mode de vie, sa liberté peut-être si on cherche ça. Mais finalement, en fait, on se rend compte qu'on va vite se heurter à des choses qui font que il n'y a pas de résultat. Et ça peut être ça le vrai découragement, quoi. Et puis aussi le côté ascenseur émotionnel. Je pense que c'est quelque chose que tu dois aussi aborder avec tes clients, passer de waouh, ça marche, c'est incroyable, à quasiment la même journée à waouh, mais en gros, ça marche pas, je suis nul, j'y arriverai jamais. Et ça, je dis dans la même journée, mais des fois, c'est dans les 2 heures qui suivent qu'on peut avoir ces deux mêmes sentiments. Et donc, ça peut être ça, en fait. C'est le manque de résultats au début, et ce qui fait que, comme il n'y a pas de résultats, on perd un peu confiance. Et du coup, on va essayer d'autres choses. Tu vois, il y a aussi cet aspect, le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que ça marche pas ce que je fais, je tente autre chose.
Mais comme j'y vais un peu à reculons ou un peu à tâtons, parce que je suis pas très confiant non plus, ça marche pas non plus super, donc je tente autre chose. Et puis au final, je sais pas, au bout de 3, 4, 5 mois, on a tenté plein de choses qui n'ont pas vraiment marché. Pas parce que dans l'absolu, elles ne marchent pas, elles marchent ces choses-là. C'est juste qu'en fait, on n'est pas allé au fond du concept, du système, de la technique, de la stratégie. Donc c'est aussi une dernière chose, l'aspect papillonnage, qui peut être un vrai... et puis on le fait tous, en fait. Sauf que si on le fait sans trop se rendre compte et sans que personne nous dise, attention, là, tu vas un peu à droite et à gauche, on ne s'en rend pas compte. Et puis, ça ne marche pas à la fin et on ne sait pas trop pourquoi ça n'a pas marché. Donc, c'est ça. Et du coup, la question qui vient derrière, mais quelles sont les qualités finalement nécessaires pour y arriver? Par rapport aux qualités, il y a vraiment un truc que moi, j'ai appris, sur lequel je travaille encore parce que je pense que c'est sans fin, quoi. C'est le fait que rien n'est inné et tout s'apprend. Même si, j'entends bien, il y en a qui sont forcément, qui partent avec un espèce de coup d'avance par rapport à d'autres dans n'importe quel domaine, quoi. Hein. Je dirais, il y en a qui sont bons en maths. Pour le coup, c'est comme ça, quoi. Voilà, c'est un fait. Mais clairement, on peut vraiment apprendre à être meilleur en maths, en tout cas moins mauvais. C'est pareil dans tous les domaines de l'entrepreneuriat. J'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de pas bon en vente parce que je sais pas du tout été ma formation. Je ne suis pas issu d'un milieu personnel, familial de vente, justement. Hein, voilà, donc j'ai pas du tout été baigné là-dedans. Et donc, je pensais que ce serait jamais mon truc. J'avais peur de ça. Mais en fait, tout s'apprend. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est que vraiment considérer que tout peut se muscler et tout peut s'apprendre. Ça, c'est vraiment hyper important. Alors, avec du temps, avec de l'investissement, évidemment, hein, investissement en argent, parce qu'il faut se former, investissement en temps, mais vraiment, tout peut s'apprendre et tout peut s'améliorer. Une fois qu'on a dit ça, je pense que ce qui est vraiment hyper important, c'est justement d'apprendre à prendre confiance dans son produit, même s'il est naissant, même si on ne sait pas trop ce qu'on va vendre, c'est hyper important de prendre confiance dans son produit. Moi, j'aime bien parler de foi, vraiment la foi presque religieuse, quoi. Et je me suis rendu compte de ça. J'aime bien raconter cette anecdote parce que j'ai pris conscience que la foi dans son produit, dans ce qu'on vendait, était fondamentale. J'ai participé à des colloques d'entrepreneurs et il y en avait une fois qui proposait, qui expliquait ce qu'elle faisait. Et en fait, elle a lancé son activité qui est d'aider les femmes à mieux vivre leur menstruation. Elle a lancé un produit là-dessus. Donc, elle vit de ça. Je ne sais pas de formation, je ne sais pas exactement. Mais quand elle en a parlé, ça a duré 2 minutes. Elle en parlait avec une telle foi, une telle confiance, une telle conviction que ce qu'elle vendait, je t'assure que j'avais envie de m'inscrire à son truc pour voir ce qu'il y avait derrière, quoi. Tu vois. Alors, c'est bien quelqu'un qui ne suis pas concerné par ça, c'est moi. Et en fait, je me suis dit, mais comment elle a fait? C'est pas ce qu'il y avait dedans, en gros, c'est pas les aspects techniques de son truc, de ce qu'elle vendait. En fait, je m'en fichais. C'était la foi, la conviction que son produit, ça changeait la vie des femmes. Voilà. Et ça, je suis convaincu que elle l'a travaillé, elle l'a musclé, elle l'a construit. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est peu importe ce que vous voulez vendre dans la photographie ou dans d'autres choses, hein, peu importe ce que vous voulez développer comme business, il y a bien d'autres choses à travailler, évidemment, mais s'il y a une chose prioritaire, c'est celle-ci, c'est construisez, musclez votre conviction, votre foi dans ce que vous voulez vendre. Alors, ça se muscle comment? Il y a plein de techniques. Moi, j'aime bien, en 2 secondes, c'est d'écrire ce en quoi on pense qu'on n'est pas bon. C'est une fausse croyance, hein, voilà, qu'elle est là. Je pense ne pas être bon dans ça. Et juste dans la foulée, c'est toujours l'écrire, hein, mais écrire les 10 choses qui prouvent que c'est faux, quoi. Les 10 choses qui me montrent que finalement, je suis bon là-dedans, ou que je peux être bon là-dedans. Et c'est un peu une technique qu'on peut trouver artificielle, en fait, et qui l'est au départ. Mais quand on l'a fait, quand on l'a écrit et quand on la relit à intervalles réguliers, finalement, ça permet de changer un peu son paradigme sur un point particulier. C'est ça, on a la preuve que c'est plus vrai, quoi. Enfin, que Exactement. notre croyance est fausse. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc, avoir la foi en son produit, changer les croyances qu'on a sur soi, ça, c'est des qualités qui sont importantes. Importante. Peut-être une petite dernière aussi, c'est l'organisation, parce que c'est le cas de la plupart des élèves que j'accompagne. Ils sont dans une optique de reconversion. Donc, qui dit reconversion dit un projet entrepreneurial à côté du projet, du travail de salarié, mais aussi à côté de la vie qu'on a, c'est-à-dire que des enfants, la famille, les amis, les activités annexes. Ce qui fait qu'au final, il ne reste pas forcément beaucoup de temps à consacrer à ça et on ne peut pas se permettre de ne pas être organisé. Et c'est quelque chose que moi, au départ, je ne faisais pas forcément quand je me suis lancé parce que je m'étais dit, je veux conserver de la liberté dans ce projet entrepreneurial. Je veux que ce soit vraiment du plaisir pour moi. Et donc, quand je veux que ce soit du plaisir, je ne veux pas me donner des contraintes. Je veux que ce soit, tu vois, fun, libre, voilà. Sauf que je me suis rendu compte que en fait, c'est de l'organisation naît
quelque part la créativité, naît la liberté. C'est parce que je suis organisé maintenant, parce que j'ai un système, un processus qui est clair, qui est carré, qui comporte des contraintes évidemment, mais de ces contraintes-là, en fait, ces contraintes-là me donnent de la liberté. Donc c'est vraiment être organisé et on pourrait en parler des heures, mais c'est pour moi aussi indispensable, quoi. Mm. Alors, tu en as parlé aussi tout à l'heure, finalement, on peut se comparer, on peut se dire on n'est jamais assez bon, et finalement, comment savoir qu'on est bon, et du coup, comment dépasser cette peur de se lancer? Ça, c'est quelque chose qui est, si on commence à s'intéresser à l'entrepreneuriat, si on se forme ou on lit même des livres ou pour des articles de blog, ça peut aussi être le cas, ou même des vidéos. Ce qui revient souvent aussi, c'est savoir pourquoi on le fait. C'est quelque chose qui peut être assez banal. C'est le fameux why, quoi. Si vous n'avez pas vu, c'est le why il y a un TEDx, c'est Simon Sinek exactement. Et pour le coup, il faut absolument le voir parce qu'il est fondamental, c'est absolument génial. Mais en fait, c'est ça, c'est pourquoi on le fait. Une fois qu'on a dit ça, c'est si les gens qui nous écoutent se disent mais ok, pourquoi je le fais, on va tout de suite raisonner pourquoi je veux faire cette entreprise, enfin ce truc entrepreneurial, pourquoi je veux me lancer dans la photographie. On va tout de suite penser à un objectif d'entreprise parce que je sais pas, je veux vivre de la photographie, mais c'est trop global. Et puis il y a un truc qui manque, c'est l'aspect égoïste. Je trouve qu'on n'est vraiment pas assez égoïste en règle générale. On pense d'abord trop aux autres, mais il faut d'abord penser à soi. Et c'est pourquoi vous le faites, mais pour vous, égoïstement. Moi, si je fais ce travail-là, d'abord et avant tout, c'est parce que j'ai un objectif de famille, de vie de famille. Je veux, grâce à mon métier de coach pour photographe, je veux absolument vivre la vie de mes rêves avec mes deux filles, avec mon épouse. En 2 secondes, c'est juste que je veux pas elles ont déjà 8 et 11 ans, donc le temps se passe vraiment vite, mais je veux pas que dans 10 ans, je me dise que finalement, j'ai pas passé beaucoup de temps avec elles. C'est très bateau, mais c'est la réalité. Et en fait, je me rends compte que parce que je suis aujourd'hui à mon compte, je travaille à la maison, et je gère mon temps et ma géographie comme je veux, je suis vraiment à disposition pour elles. Et ça, c'est absolument génial. C'est-à-dire que, en fait, les moments du quotidien hyper importants qui fixent la vie des enfants, je les vis avec eux. Et ça, c'est la vraie raison. Je veux vraiment, vraiment, vraiment avoir ça. Si je vais continuer à être instit, je ne pouvais pas faire ça. C'était pas possible. Et encore, c'est pas un métier hyper prenant. Enfin, il peut l'être, mais c'est pas, je sais pas, c'est pas commercial, quoi, où tu parcours les routes sur la semaine. Donc, c'était vraiment, moi, c'est mon but premier et égoïste, tu vois. Et après, en second temps, vient un but plutôt altruiste, même très altruiste, qui fait que mon autre pourquoi, c'est que je veux changer la vie des gens, en l'occurrence les photographes qui veulent développer un business. Donc ça, c'est vraiment d'abord définir le pourquoi on le fait, c'est essentiel et je veux dire, importantissime. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, moi j'aime bien se mettre des objectifs à 3 mois, c'est 90 jours, je trouve ça c'est pas mal. C'est-à-dire que ça permet d'avoir la tête dans le guidon. Pour réaliser cet objectif-là, on est à fond dedans. Je sais que dans 3 mois, je vais absolument avoir atteint ça. Et par contre, de temps en temps, on sort la tête du guidon et puis on se remémore pourquoi je le fais. Son objectif, son vrai but égoïste et son vrai but altruiste. Mais régulièrement, voilà, tous les 3 mois, on regarde, on fait le point. Voilà, pour atteindre mon vrai objectif final, hyper ambitieux, hyper important et mon truc de rêve, tous les 3 mois, je dois atteindre ça à chaque fois. Et donc ça, d'avoir son pourquoi et de se fixer des objectifs à court terme, c'est comme ça qu'on peut finalement se lancer avec plus de facilité. Exactement. Ouais. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes parmi les gens que tu accompagnes? Tout à l'heure, je te disais, se baser uniquement sur ses compétences photo. Pour moi, c'est quelque chose qui est pas viable. Il faut vraiment penser holistique, complètement global. Donc, je vais pas te répéter ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais donc il y a ça. Et puis après, une autre erreur qui peut revenir régulièrement, c'est être tout seul. Enfin, c'est génial tous ces outils qu'on a actuellement hein, sur le net, en ligne. On peut, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qu'il faut faire aussi finalement. C'est tellement simple. Les barrières à l'entrée pour se lancer dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans l'entrepreneuriat photographique sont tellement légères. Il n'y a pas de coût, enfin ou très peu. C'est quelques dizaines d'euros par mois pour quelques abonnements, tu vois. Mais finalement, quand on pense à les années 80, quand il fallait se lancer, mais ça devait être incroyable, quoi. La difficulté pour lancer sa boîte. Maintenant, c'est plus le cas. On peut vraiment littéralement lancer sa boîte assis sur sa chaise derrière son écran. Et donc ça, c'est génial. Et on peut le faire tout seul. Il faut même d'ailleurs peut-être commencer tout seul. Seulement, ce côté tout seul, il faut pas le garder, quoi. Il faut vraiment, 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 au moment se faire accompagner, ou en tout cas, ne pas rester seul dans son coin. Enfin, moi, je pense que tu vas pas me contredire, mais je connais aucun entrepreneur qui réussit
et qui n'a pas été accompagné. C'est juste pas possible. Alors, on peut être accompagné dans son domaine précis ou par d'autres personnes. On peut avoir des mentors, on peut avoir des guides, on peut faire partie de mastermind, de groupes, pourquoi pas, payant, gratuit, peu importe. Mais vraiment sortir de tu vois, de son cocon, quoi. Et puis, ça peut être aussi, moi, je ne l'ai pas fait, il y a regret, mais je pense qu'il y a un bon moyen. Ça dépend aussi de sa personnalité, mais pourquoi pas ne pas aller voir sa CCI, hein, Chambre de commerce et d'industrie de son coin, de sa ville, de s'y inscrire. Et moi, j'y suis inscrit de fait parce que j'ai une entreprise au Puy-en-Velay, et donc régulièrement, je reçois des emails, je reçois des invitations à des événements. J'y vais pas. À tort, c'est un vrai mea culpa, c'est vraiment une vraie erreur parce qu'il y a des belles rencontres à faire évidemment, et c'est un très très bon moyen. Si on ne sait pas comment sortir de sa solitude sur l'aspect numérique, eh ben, un très bon moyen de le faire, c'est dans la vraie vie et aller rencontrer des entrepreneurs aussi. Ben, le meilleur moyen, c'est d'aller dans sa CCI, par exemple. Donc, voilà, l'erreur, c'est de ne pas rester seul, sinon c'est voué à l'échec. Donc, d'aller voir d'autres personnes qui font la même chose, qui ont réussi, ou pas, hein, ses pairs qui débutent aussi, et on s'échange un truc que je peux donner aussi, peut-être pour finir sur cette question, c'est je le mets en place dans mon accompagnement, c'est des binômes. Et, moi, j'ai un collègue photographe. On se fait des rendez-vous tous les 2-3 mois, un rendez-vous Zoom. On n'en a rien à retirer, en fait. Il n'y a pas d'objectif particulier, c'est juste qu'on se fixe une heure et on discute. Voilà. Et on expose. Il n'y a pas de. À la fin, on n'en retire rien, en fait. Enfin, si on en retire, mais je veux dire, on n'a pas d'objectif particulier là-dessus. Il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de plan. Mais c'est juste parler. Et voilà. Peut-être que commencer à sortir de sa solitude, c'est se trouver un copain photographe, un collègue photographe. Et je sais pas, tous les mois, une fois par mois, on se fait un petit appel et puis on parle de ça. Juste ça déjà. Ouais, c'est des super conseils. Et puis le sortir de la solitude et ce que tu disais, aller rencontrer du monde, c'est aussi se faire son premier réseau. Et du coup, ce qui peut faciliter aussi, j'imagine, après les premiers clients. Exactement, ouais. Est-ce que justement, tu parlais du réseau tout à l'heure par rapport à ça, trouver ses clients. Est-ce que tu as d'autres conseils sur voilà, comment se faire connaître, trouver ses premiers clients? C'est si on se lance, alors, le mot qui est pas mal, je trouve finalement, c'est solopreneur. Ça englobe pas mal de choses. Donc j'aime bien dire ça. C'est-à-dire si on se lance en tant que solopreneur, si on le fait, c'est que finalement on a envie de changer de vie professionnelle et à terme de vie personnelle, quoi. On a envie d'autre chose, soit de la liberté, d'arrêter le train-train, d'arrêter voilà toutes ces choses qu'on a aimé un temps et qu'on n'aime plus maintenant. Si on a envie de les changer, c'est que il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas aller se remettre des contraintes, aller se remettre des trucs qu'on n'a pas envie de faire et qui vont être à nouveau, même en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, on peut retomber dans des choses qui nous saoulent. Il faut pas se recréer ça. Et pour pas se recréer ça, il y a une vraie question à se poser, c'est avant de se dire mais comment trouver mes clients, ben, c'est de se dire tout simplement c'est avec qui. C'est même pas avec qui je veux travailler, parce que ça, c'est pas assez précis comme question. La vraie question à se poser, c'est avec qui j'ai envie de passer des heures. Parce que quand on est entrepreneur, on a des clients. Et ces clients-là, on va passer du temps avec eux. Et donc, moi, j'ai envie de passer des heures avec des photographes amateurs qui veulent devenir professionnels. Je kiffe passer des heures avec eux. J'aime ça. Il y en a qui vont kiffer passer des heures et des week-ends entiers avec les mariés. Il y en a qui vont aimer passer des heures à faire du shooting avec des nourrissons. Moi, je ne pourrais pas. Ça, vraiment, je ne peux pas passer des heures avec des nourrissons. C'est comme ça. Et voilà. Donc, c'est vraiment se poser cette question, c'est avec qui je suis capable de passer des heures. Avec qui, une fois que j'ai passé des heures, une fois que j'ai passé du temps avec ces personnes-là, est-ce que ça m'a énergisé ou est-ce que ça m'a fatigué? Et quand on peut répondre à cette question-là, ben finalement, le client, on l'a, quoi, tu vois. Et alors après, il y a des petits garde-fous à avoir. C'est que, OK, si vous avez passé des heures avec, bon, je n'ai pas d'exemple qui me vient comme ça tout de suite, mais il faut quand même se demander si cette personne-là avec qui je suis capable de passer du temps, ben, en gros, est-ce qu'elle a des vrais problèmes? Est-ce que ces problèmes peuvent être résolus par mes compétences photo, hein, enfin même par mes compétences photo globales? Est-ce qu'elle a des vrais problèmes? Est-ce qu'elle a de l'argent? C'est tout bête, hein. Si mon truc, c'est les étudiants fauchés, tu vois, je veux photographier les étudiants fauchés parce que c'est un bon moyen de leur donner confiance, je donne un exemple comme ça à la volée, ben, il est probable que ce ne sera pas viable parce qu'il n'y a pas d'argent derrière. Donc voilà, première question, avec qui j'ai envie de passer du temps? La deuxième qui va venir derrière, c'est des petites questions un peu garde-fous, tu vois, est-ce qu'ils ont de l'argent? Est-ce qu'ils sont assez nombreux aussi?
Et puis, est-ce qu'ils ont des vrais problèmes? Voilà. Mais souvent, oui, franchement, souvent, oui. Mais la première des questions, c'est avec qui je veux passer du temps. Et puis après, une fois qu'on a ça, après, c'est juste aller chercher du marketing, quoi. OK, je sais que je vais aller travailler avec les femmes enceintes qui ont un certain niveau de, je sais pas, d'éducation, de culture, qui sont de mon milieu social, par exemple, parce que c'est ce que je connais le mieux. Eh bien voilà, après, il faut savoir où elles sont, tout simplement. Donc, c'est aller chercher peut-être dans quels réseaux sociaux elles sont, dans la vraie vie, où est-ce qu'elles se situent, qu'est-ce qu'elles vont faire comme animation, je sais pas, comme sport, où est-ce que je vais les trouver. Et puis après, c'est comment je vais leur parler à ces gens-là. On ne parle pas de la même façon à un directeur marketing, cadre supérieur d'une entreprise, que à, j'en sais rien, moi, un jeune couple qui veut se marier, on ne parle pas de la même façon, c'est pas les mêmes codes. Donc voilà, mais c'est du marketing pur et dur, quoi. Comment je vais leur parler tout simplement. Pour terminer, quels seraient tes meilleurs conseils pour se lancer dans ce domaine? Pour le coup, autant je peux expliquer qu'il faut prendre ça se travaille là. Tout ce qu'on pense qu'on peut pas travailler, ça se travaille. Il y a une chose quand même, pour le coup, j'aurais du mal à expliquer comment faire, mettre des mots dessus peut-être, c'est se lancer, mais avec une espèce de petite folie, quoi, tu vois. Le côté un peu insouciant. Il faut accepter cette insouciance-là. Quand je me suis mis en disponibilité en 2013, certes, j'avais déjà travaillé depuis 1 an, 2 ans. J'avais préparé le terrain, on va dire. Depuis 2010, j'avais déjà créé mon blog, j'avais déjà une mailing list, j'ai déjà préparé le terrain. Il y avait déjà des gens qui étaient prêts à acheter mes trucs. Ça, c'était sûr et certain. Malgré tout, quand tu es un site, que tu as un salaire, que tu as, à l'époque, j'avais une fille, j'ai toujours, mais en bas âge, on venait de faire construire notre maison. Donc, tu vois, enfin, voilà, comme tout le monde, hein, des crédits, des emprunts, puis plein de contraintes par ailleurs. Eh bien, du jour au lendemain, finalement, tu vois, de la rentrée de septembre au mois d'août, j'ai plus de salaire. Donc, forcément, quand tu passes de 2 000 euros de salaire à 0 et que tu n'as pas tant d'économie que ça, tu as beau avoir préparé le terrain, en fait, il y a une espèce forcément de part d'insouciance. Et ça, très franchement, je ne peux pas t'expliquer comment la cultiver. Je pense que le dire, c'est se faire confiance. Et il y a un côté, à un moment aussi, il faut un peu lâcher du truc. Il faut arrêter le côté cartésien. Oui, côté cartésien, si tu penses que en colonne positive, colonne négative, si tu raisonnes que comme ça, je pense que tu ne fais jamais rien. Parce que moi, colonne négative, j'ai une fille qui a 2 ans, en 2013, j'ai une maison, j'ai des crédits, j'ai peut-être 800, 900 euros de crédit, j'ai plein de charges à côté, on a 2 voitures, il y a mes parents qui se demandent ce que je fais, enfin, je viens de me marier, enfin, tu vois, des vraies responsabilités, quoi. Une attente sociale, en fait, quelque part. Si tu mets ça dans les colonnes, en colonne positive, ça n'a pas grand-chose, quoi, tu vois, au regard de la colonne négative, donc, en fait, tu ne te lances pas. Donc oui, il faut aussi faire ces colonnes-là parce que ça permet quand même de voir, de faire le point, d'en discuter. Et en même temps, il faut être capable d'un coup de revers de main de balayer ces colonnes-là et d'y aller. Et là, j'ai envie de te dire, je pense qu'au bout d'un moment, en fait, s'il y a une fenêtre qui s'ouvre, qui est celle de j'y vais, en fait, vas-y, quoi. Si tu attends, la fenêtre, elle se referme. Et des fois, c'est dur d'attendre qu'elle se réouvre. Donc, je ne sais pas quand, comment, pourquoi, comment la provoquer. C'est un peu difficile, ce côté un peu folie, un peu insouciant. Mais en fait, quand tu le sens, quand tu vois que tu es un peu porté, tu vois, par quelque chose, et qui te dit, c'est un peu le moment, en fait, il faut y aller. Voilà. C'est ça. Après, c'est aussi ce que tu disais, c'est se faire confiance, croire en soi, croire en son projet, savoir pourquoi on le fait, et aussi qu'est-ce qu'on va y gagner, peut-être à plus long terme. Ouais. Peut-être un truc aussi qui peut être utile, c'est de se demander, quand on veut se lancer, quand on est dans cette fenêtre-là, quand même, on se pose 1000 questions, mais il y a un truc qui nous pousse. Il y a 2 questions qui marchent très bien. La première, c'est quelle est la pire chose qui puisse m'arriver si je me lance? Et la deuxième, en regard de ça, c'est quelle est la meilleure chose qui puisse m'arriver si je me lance? Voilà. Et quand on répond à ces 2 questions, on se rend compte souvent que la meilleure chose est bien plus forte que la pire des choses. Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller pour conclure? Plein, parce que moi, je suis un insatiable de ressources. Moi, je suis un grand fan de podcasts et de livres audio. J'aime bien écouter des livres audio en même temps que je fais d'autres choses. Alors, quand je peux, des fois, je ne peux pas, parce que c'est trop compliqué de faire des choses en même temps. Mais il y a un livre que je viens d'écouter récemment. Ça s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy. Et il permet de prendre conscience que toutes les petites actions qu'on va faire
sur le long terme, finissent par avoir un effet à la fin, au bout du compte, au bout du bout, finissent par avoir un truc absolument incroyable. Voilà, ça, c'est un résultat énorme. Donc, ce qui peut paraître insignifiant au départ, bah, si je fais juste ça, finalement, ça fait rien, quoi. Tu vois. Mais ce petit rien, qui n'est pas rien en fait, mais tu l'additionnes à tout plein d'autres choses qui sont pas grand-chose non plus. Au bout d'un moment, ça fait un truc énorme. Donc, dit comme ça, bon, ça peut paraître assez bateau. Donc, il faut écouter le bouquin. Il est plutôt bien lu et les conseils sont pas trop mal pour un livre américain. Souvent, les livres américains, c'est à la méthode américaine, c'est avec notre culture française, des fois, c'est un peu indigeste. Mais je trouve que celui-ci, pour le coup, il passe vraiment très bien. Et donc, non, et c'est intéressant de rappeler que l'entrepreneuriat, peu importe d'ailleurs le domaine, c'est beaucoup de graines qu'on va semer, beaucoup de patience aussi, ce que tu disais tout à l'heure, et que au bout d'un moment, tout ça va éclore et que le jardin va être rempli de fleurs, mais on n'aura rien vu pendant des années. Et c'est exactement pendant des ça. Semaines, quoi. Exactement, c'est ça. Ouais, donc voilà, il y en a plein d'autres, hein, mais ce livre audio, comme je l'ai écouté il n'y a pas très longtemps, et il est encore en tête et il est vraiment intéressant. Ouais. Super. Eh ben merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie d'en savoir plus sur toi et tes formations? Eh ben écoute, deux endroits. Mon site internet tout simplement, c'est regismoscardini.photo, tout simplement. Voilà, pas de tiret, rien. C'est regismoscardini.photo. Et mon compte Instagram, c'est regis.coach, et sur lequel je publie régulièrement des stories ou des posts sur mon activité de coach pour photographe. Super. Ben, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Régis. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.